Voilà. Bien, je vous rappelle que jusqu'à présent, on a vu à plusieurs reprises, en tout cas depuis l'ouvrage Humain trop humain, que la croyance en la liberté de la volonté ou la responsabilité des actes était, selon Nietzsche, une illusion. Et on a aussi éprouvé la difficulté de concilier cette négation avec son affirmation par ailleurs qu'il y a une autoconstruction de soi, qu'il faut se rendre grand, héroïque, etc. Et avec l'affirmation aussi qu'il s'adresse à des esprits libres. Alors s'il s'adresse à des esprits libres, c'est qu'il y a une liberté. Donc comment concilier ça avec ces négations répétées de toute responsabilité et volonté en ce qui concerne l'action? Alors on va approfondir et je crois clôturer sur cette question aujourd'hui. Et un premier élément de réponse, c'est de voir le contexte dans lequel apparaissent les réflexions concernant la responsabilité et la volonté. Comme le dit Nietzsche, les hommes ont été considérés comme libres pour pouvoir être coupables. Partout où l'on cherche des responsabilités, c'est généralement l'instinct de punir et de juger qui est à l'œuvre. Autrement dit, on a inventé la responsabilité des actes pour pouvoir juger, donc dans une perspective morale et judiciaire, dans une perspective punitive, de châtiment et de récompense. Et donc c'est aussi dans cette perspective-là que Nietzsche aborde d'abord cette question, et c'est pourquoi sans doute il a tellement à cœur de refuser cette responsabilité, parce qu'il a à cœur de refuser cette condamnation morale. Mais il faut bien se dire que la question de la liberté de la volonté, donc la liberté tout simplement, n'est pas seulement une question morale, c'est aussi une question ontologique. C'est-à-dire c'est une question qui a rapport avec notre être, notre type d'être. En tant qu'être humain, nous avons depuis des millénaires l'impression d'échapper d'une certaine manière à tous les déterminismes, qu'ils soient biologiques ou culturels. Nous avons l'impression que c'est peut-être une exception humaine ou peut-être pas, mais en tout cas, nous échappons en partie à ces déterminismes. Donc c'est une question ontologique de se demander, est-il vrai, est-il correct de penser que certains êtres, donc certaines manières d'être, échappent à la simple causalité mécanique ou chimique ou physique? Et donc cette question ontologique, il va heureusement la reposer dans un contexte justement plus théorique et moins moral, et donc ça nous permettra de définitivement avancer sur cette espèce de contradiction dont on n'arrive pas à sortir. Mais en attendant, ne fût-ce que dans le domaine moral, on peut déjà se dire que le rejet de la volonté par Nietzsche concerne surtout une certaine acception de cette notion. C'est surtout selon une certaine définition traditionnelle qu'il refuse la volonté. Et en effet, la plupart des morales, que ce soit des morales religieuses ou des morales laïques, philosophiques, considèrent la volonté comme une instance souveraine, une instance qui vient chapeauter nos désirs, nos impulsions, et qui vient donc les maîtriser en étant totalement indépendante. Donc c'est vraiment l'instance qui décide, l'instance qui prend, qui l'emporte sur tous les instincts, tous les désirs. Et c'est en ce sens que Nietzsche la conteste. C'est-à-dire que quand on a l'impression de dire voilà ce que je veux, c'est vraiment moi qui veux cela, Nietzsche dit au contraire, on est dans la plus grande illusion, parce qu'on ne comprend en fait rien du tout à ce mécanisme extrêmement complexe qui est la prise de décision, et on masque en fait notre ignorance sous une sorte de faculté qu'on appelle volonté, et qui est presque de la pensée magique. Il faut que quelque chose intervienne comme un deus ex machina dans la délibération, et finalement emporte la mise. Au contraire, dit Nietzsche, il n'y a aucune règle générale de l'action. En fait, toute délibération est absolument singulière, toute action est absolument singulière et ne poursuit aucun mécanisme dont on pourrait dire qu'il est régulier. Pour le citer dans ses propres termes, certainement nos opinions, nos appréciations et nos tables de valeurs font partie des leviers les plus puissants dans les rouages de nos actions. Donc nous avons bien des leviers qui constituent nos actions, qui sont des opinions, des appréciations, des valeurs, tout ça nous avons. Mais pour chaque action particulière, la loi de leur mécanique est indémontrable.
Restreignons-nous donc à l'épuration de nos opinions et de nos appréciations et à la création de nouvelles tables de valeurs. Donc, ce qu'il propose pour compenser le fait qu'il n'existe pas de règle générale de l'action, donc contrairement à toutes les idées morales, de maxime générale de l'action ou de règles à suivre, pour compenser cette absence, il faut agir doublement. D'une part, comprendre, donc épurons nos motivations, c'est-à-dire essayons de les comprendre et de savoir dans chaque cas dans quelle situation affective nous nous trouvons. Et d'autre part, créons de nouvelles valeurs. Donc, essayons de profiter d'une certaine marge justement de liberté pour faire autre chose que ne l'enjoint depuis toujours la tradition, l'éducation, l'influence de la société. Donc, puisqu'il n'y a pas de loi, faisons-nous nous-mêmes législateurs. Et encore une fois dans ses propres termes, quant à nous autres, nous voulons devenir ce que nous sommes. Nous voulons, donc le verbe vouloir est toujours utilisé. Et devenir ce que nous sommes, ça retrouve l'influence de tout début de son œuvre, quand il disait que ce que nous sommes, c'est notre aspiration la plus haute. Donc il y a bien l'idée de suivre notre propre ambition, de nous réaliser nous-mêmes. Tout ce vocabulaire-là est conservé. Donc il faut juste comprendre l'inflexion qu'il lui fait subir pour le rendre acceptable. Donc, nous voulons devenir ce que nous sommes, les nouveaux, les uniques, les incomparables, ceux qui sont leurs propres législateurs, ceux qui sont leurs propres créateurs. Unique, incomparable, nouveau. Pourquoi? Parce que justement, on est capable de briser avec ce qui s'est toujours fait. On est capable de faire autre chose que ce qu'on attend de nous. Et c'est en ça qu'on est nouveau et incomparable, puisqu'on ne peut pas être comparé avec ce qui a été fait avant. Et dans ce but, il nous faut devenir les meilleurs disciples, les meilleurs inventeurs de tout ce qui est conforme à la nécessité dans le monde. Il nous faut être des physiciens pour pouvoir être, dans ce sens-là, des créateurs. Alors que jusqu'à maintenant, toutes les appréciations de valeur, tous les idéaux, se basaient sur l'ignorance de la physique ou étaient en contradiction avec elle. Et c'est pourquoi vive la physique. Et davantage encore, ce qui nous contraint d'y venir, notre probité. Notre probité, donc c'est un mot très important pour Nietzsche, c'est cette honnêteté foncière qu'on a vis-à-vis de soi-même qui consiste à ne jamais se leurrer, c'est-à-dire à toujours pousser plus loin pour débusquer jusqu'au bout ce qui nous reste de préjugés, d'automatismes, de désirs inconscients et ignorés. C'est l'honnêteté de ne jamais se contenter de l'impression d'être arrivé à une certaine liberté, mais de toujours chercher plus loin, là où nous serions encore dupes. Et cette clairvoyance, évidemment, c'est une attitude dont on ne peut nier qu'elle est choisie. Dite comme ça, par cet impératif vraiment de créer, c'est une attitude qui est volontaire, sans aucun doute. Donc, il faut en venir maintenant à cette réponse ontologique de Nietzsche sur la question de la liberté, pour enfin tenir ensemble ces deux injonctions contradictoires. Et cette réponse, je crois, décisive, elle se trouve dans Par-delà le bien et le mal, qui est une œuvre de 1886, donc assez tard dans sa carrière, dans un ensemble de paragraphes qui s'appelle « Les préjugés des philosophes », et où Nietzsche dit que s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas non plus de serf-arbitre. Donc serf, S-E-R-F, donc d'arbitre esclave. Donc autrement dit, nous ne sommes pas libres au sens où la tradition du libre arbitre l'a dit, mais nous ne sommes pas non plus complètement esclaves et dépendants, comme si on renversait simplement l'affirmation traditionnelle. Les deux extrêmes sont en fait des croyances qui révèlent un désir psychologique de la part de celui qui les défend. Défendre le libre arbitre consiste en fait à une position de vanité qui estime qu'on ne doit rien à personne d'autre, que tout ce qu'on réalise, on le réalise par son propre mérite, qu'on est une sorte de causa sui, une cause de soi-même, comme dit Nietzsche, et qu'en fait on
on en retire la responsabilité à toute influence extérieure, que ce soit Dieu, la nature, la société. On ne lui donne aucune influence sur nous, donc aussi évidemment aucun mérite si ce que nous faisons est grand. A l'inverse, celui qui croit dans le serre-arbitre révèle une personnalité lâche et une sorte de mépris de soi qui consiste à vouloir au contraire reporter tout ce qu'il fait sur quelqu'un d'autre pour se décharger, dit Nietzsche, du fardeau de sa personnalité. On se décharge de ce fardeau sur n'importe quoi que ce soit d'autre pour justement ne se sentir responsable absolument de rien. Et donc vous voyez qu'ici, très clairement, Nietzsche refuse aussi bien l'un que l'autre des deux extrêmes. Nous ne sommes ni tout à fait dépendants, ni tout à fait indépendants. Et donc ce qu'il va falloir chercher maintenant, c'est où se trouve ce partage des responsabilités. Comment il se fait? Alors, pour étudier ce cas psychologique, il est intéressant de penser d'abord que c'est un cas particulier de ce qui se passe dans l'ensemble des phénomènes naturels. C'est-à-dire que l'ensemble des phénomènes naturels est régi non pas par des lois, mais par, comme je vous l'avais déjà mentionné brièvement, des antagonismes de force qui, dit Nietzsche, à tout moment vont jusqu'au bout. En fait, c'est parce que les forces vont jusqu'au bout toujours de ce qu'elles sont et de leur puissance que on peut parfois prévoir certains résultats de configuration de force. En pensant que chacune va aller jusqu'au bout, on peut prévoir éventuellement une résultante de force. Mais il ne faut jamais appeler ça des lois. La seule loi générale de la nature, et y compris de la psychologie, est que toute configuration de force, et donc tout ce qui en résulte, est toujours absolument unique et singulier. Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas une situation qui soit exactement la même qu'une autre. Donc c'est pareil dans une situation pratique, où on doit juger moralement, et c'est pareil dans toutes les situations de la nature. Par conséquent, la condition de l'univers, c'est le chaos, dit Nietzsche. La condition fondamentale de tout l'univers, c'est le chaos. Et l'exception, vraiment l'exception, est l'ordre qui apparaît parfois dans certaines structures naturelles, ou y compris d'ailleurs l'ordre du vivant, l'ordre organique qui caractérise le vivant. En fait, au lieu de loi, il faut voir dans toute la nature des nécessités, uniquement des nécessités. Quelle est la différence entre ces deux notions? La nécessité, c'est le fait qu'un enchaînement ou un résultat d'antagonisme doit se faire nécessairement d'une certaine manière, ne peut pas se faire autrement, qu'un résultat ne peut pas être autre qu'il n'est, mais de manière chaque fois singulière. C'est-à-dire qu'on dira telle chose a produit nécessairement telle autre chose, ou tel enchaînement, telle configuration a produit nécessairement tel résultat. Alors que dans le cas de la loi, on le dit toujours en général. On dit toujours tel type de chose réalise toujours tel type d'effet. C'est ça la grande différence. La loi énonce toujours des choses générales qui se répètent, qui sont toujours identiques, là où la nécessité a aussi affaire au singulier. C'est-à-dire il est nécessaire que si je pousse ce gobelet, il fasse répandre son eau par terre, mais ce ne sera pas le cas si j'ai une autre situation, il n'y a pas là de généralité ni de loi. Alors, cependant, dans le chaos se trouve parfois dans le chaos se trouve tout le temps même des enchaînements qui entraînent que les choses ne peuvent pas être autrement qu'elles le sont. Donc il y a de la nécessité partout. Et cette nécessité ne s'oppose pas à ce qui serait du hasard. Il n'y a pas de hasard dans les phénomènes naturels. Il n'y a pas de hasard, dit Nietzsche, parce que ce terme n'a de sens que là où il y aurait des fins, donc des buts. C'est une conception ancienne qu'il reprend là, la définition du hasard par les fins, c'est-à-dire qu'on dit qu'un événement est arrivé par hasard s'il n'est pas arrivé en vue d'une fin, alors qu'il aurait pu. Bon, quelques exemples. Par exemple, je dis que j'ai rencontré quelqu'un par hasard, parce que je ne suis pas allée à cet endroit pour le voir, mais il se fait que je l'ai rencontré, alors que j'aurais pu y aller pour le voir. Donc là, je dirais, c'était par hasard. Alors, même chose
dans un domaine plus scientifique, en biologie, quand on parle de mutations qui se font par hasard, on dit que les mutations génétiques se font par hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en somme un abus de langage. On veut dire par là qu'elles ne se font pas en vue d'apporter, par exemple, un avantage à l'espèce ou un avantage à l'individu. Elles ne se font pas en vue de ça, bien entendu. Et donc, elle s'opposait, cette théorie-là, au moment où elle a été énoncée comme ça, elle s'opposait à d'autres théories qui, au contraire, prétendaient que si, que c'était en vue d'un certain but, qu'il y avait un certain but, que ce soit du créateur ou de la nature, simplement elle-même, qui serait finalisée, qui avancerait vers une certaine finalité. Donc, c'est pour cette raison que, par un certain abus de langage, on a introduit l'idée que ce n'est pas par hasard que se font les mutations génétiques. Mais c'est évidemment par nécessité. C'est tout à fait évident que c'est par nécessité, parce que s'il y a une mutation dans une certaine transmission d'ADN, c'est évident que c'est à cause de toute la configuration du milieu dans lequel cet ADN se trouve à un certain moment. Il se fait que, dans cet environnement cellulaire-là, eh bien, il y a tel élément qui est placé de telle façon ou qui agit de telle façon que la duplication se fera autrement que ce qu'elle se fait le plus souvent. Donc il est évident que c'est une nécessité. Ça n'aurait pas pu être autrement, étant donné la configuration de la cellule à ce moment-là. Donc c'est de toute nécessité. On pourrait faire le même raisonnement pour un lancer de dés. Si on lance un dé, on dira que le résultat est dû au hasard? Absolument pas. Il est dû évidemment à la force avec laquelle on l'a lancé, l'angle d'incidence, la surface, etc. Si donc on pouvait calculer l'ensemble de tous ces éléments, mais il faudrait remonter loin, il faudrait pour ainsi dire remonter au tout début de l'univers, puisque toutes les forces remontent les unes après les autres, s'enchaînent jusqu'au début de l'univers. Si donc on avait un entendement infini qui peut remonter jusqu'au début de l'univers et suivre toutes les configurations de forces qui ont eu lieu jusque-là, alors tout serait absolument prédictible. Voilà, aussi bien le lancer de dés que la délibération psychologique, ce serait complètement prédictible. Mais comme nous n'avons pas du tout, loin de là, cet entendement infini, notre très faible capacité de connaissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle simplifie à l'extrême. Dans cet extrême enchevêtrement de forces et d'interaction, nous, ce que nous faisons, c'est découper des petits morceaux que nous pouvons comprendre, entre lesquels nous pouvons établir des relations plus ou moins simples. Et donc, nous disons que, voilà, dans tout ce continuum infini, temporel et spatial, nous considérons juste une séquence d'ici jusqu'ici, sans tenir compte de tout ce qu'il y avait avant, et aussi en la détachant de tout le contexte universel qui, en fait, est en réalité en relation constante avec ce petit morceau. Et donc de ce petit morceau seulement découpé, voilà, nous allons appeler une partie plutôt la cause, une partie plutôt l'effet. Nous allons dire que ceci est une surface, que ceci est un corps, que ceci sont des limites, alors qu'en fait, tout est dans tout, tout est constamment en train de se transformer dans tout. Et donc de la même manière, dans le flux temporel, nous découpons des petites parties sans nous soucier du fait que c'est comme un arrêt sur image. C'est comme un arrêt sur image qui, au moment où on saisit l'image, eh bien, la chose a déjà changé. Donc, la chose a déjà changé à ce moment-là. Et donc, nous n'avons que des connaissances extrêmement simplifiées, dépouillées de toute la complexité du réel. Et c'est comme ça seulement que nous pouvons arriver à proposer des règles selon lesquelles les choses se passent toujours identiquement. Mais quand on dit que les choses se passent toujours identiquement, c'est parce qu'on prend d'abord toute une série de précautions en disant, par exemple, toutes choses étant égales par ailleurs, alors mais toutes choses ne sont pas égales par ailleurs, justement. Ou en disant, en négligeant tous les frottements, oui, mais dans le réel, on ne peut pas négliger les frottements, ils sont toujours là. Donc c'est seulement, voilà, en se débarrassant de tout ce qui est singulier et qui fait que chaque situation est différente d'une autre, c'est seulement en faisant ça qu'on peut dire, au fond, il y a des règles générales et on peut repérer des répétitions de choses qui semblent identiques. Donc voilà pour le chaos général dans lequel on est dans l'univers. Et si on applique cette perspective maintenant au processus de délibération, il faut le concevoir de la même façon. Il faut le concevoir de la même façon. En fait, on a une telle complexité, un tel ensemble d'éléments déterminants, pas seulement ceux de la situation présente, mais ceux qui nous ont fait tels que nous sommes depuis notre naissance et bien avant,
que, évidemment, pour essayer de comprendre une situation donnée et la réaction qu'on va y apporter, il est indispensable de simplifier extrêmement. Mais donc, il faut toujours garder à l'esprit que tout acte de volonté, c'est un complexe très dense, de toute une série de sensations, de pensées, d'états musculaires, d'états affectifs, donc tout un complexe de ce genre d'éléments. Et tout ça, tout ensemble, à un certain moment, nous l'appelons notre volonté. Ça nous porte à une décision, et alors nous l'appelons notre volonté. Mais ce n'est pas du tout une instance toute simple et dominante, et qui justement prendrait ses distances avec ses états affectifs, sensoriels, etc. Pas du tout. C'est l'ensemble de tout ça, la volonté, justement. Donc, encore une fois, pour le dire dans les termes de Nietzsche, j'aime beaucoup cette petite phrase bien dans son style. L'effet, c'est moi. L'effet, c'est moi. Donc, sur le modèle de l'État, c'est moi. La classe dirigeante s'identifie au succès de la communauté. C'est-à-dire qu'à partir du moment donc, où on a un certain plaisir au moment où on arrive effectivement à maîtriser une situation ou à se commander à soi-même. Si on veut se commander à soi-même, au milieu de tous ces affects qui nous poussent dans tous les sens, au moment où on a l'impression qu'on va dans le sens qu'on a décidé, on a un certain plaisir, un plaisir de la force qu'on a pu avoir, et donc on identifie à tort, justement, notre instance de décision au seul acte qu'il a emporté, en quelque sorte, à la seule tendance qu'il a emportée. Alors qu'en fait, encore une fois, c'est tout l'ensemble qui a justement produit cet effet. Donc quand on dit moi, enfin ce qui est le moi, ou bien je, ce qui est le je qui décide, quand on dit que c'est juste cette petite partie qu'il a emportée, on fait un réductionnisme complètement erroné. On réduit à une petite part ce qui est en fait l'œuvre du processus tout entier. Et donc on dit l'effet c'est moi, de la même manière que le roi dit l'état c'est moi, alors que évidemment il s'attribue le résultat de toute la nation. Et comme le dit encore Nietzsche dans sa toute dernière œuvre publiée, donc dans l'Antéchrist, l'ancien mot de volonté ne sert plus qu'à définir une résultante, une sorte de réaction individuelle, donc individuelle parce qu'elle est chaque fois différente, elle est à chaque situation même individuelle, qui fait nécessairement suite à une multitude de sollicitations, en partie contradictoires, en partie concordantes. La volonté n'agit plus, ne meut plus. Donc c'est pas la volonté qui agit ou qui meut la personne, c'est l'ensemble de tout le processus qui le meut, selon une certaine résultante. Et donc, de même, l'erreur sur la responsabilité, l'erreur concernant la responsabilité, ne consiste pas à affirmer qu'il y a bien quelque chose qui est responsable, mais consiste à dire que c'est le moi, c'est-à-dire cette instance décisionnelle du sujet, tout entier, qui est responsable, là où en fait, c'est tout son ensemble, toute son histoire, tout ce qui fait son corps et l'agitation de son corps à un certain moment qui est responsable. Donc, par conséquent, on peut continuer à parler de liberté et d'esprit libre de la même manière qu'on peut continuer à parler de volonté, mais en ayant bien conscience du sens de ce terme. Et Nietzsche dit alors, dans ma conception de la liberté, quand il défend ma conception de la liberté, il dit que la liberté, c'est justement l'effort lui-même que nous devons mener constamment pour nous maintenir au plus haut degré possible. Donc c'est cette tension vers le plus haut effet possible que nous puissions atteindre, c'est ça la liberté. Et donc, la liberté n'est pas quelque chose qu'il faudrait acquérir une fois pour toutes, c'est quelque chose qui, si on devait l'atteindre, eh bien, aussitôt, justement, ferait qu'on cesserait d'être libre. Si on devait se dire « je suis arrivé, je peux arrêter de faire cet effort et cette tension », on arrêterait d'être libre. La liberté, c'est justement l'effort et la lutte. Mais l'effort et la lutte, dit-il, y compris pour maîtriser nos instincts tyranniques. Y compris pour maîtriser nos instincts tyranniques. Donc, il y a bien cette idée que nous avons une action sur nous-mêmes.
Nous avons bien une action sur nous-mêmes, mais le nous est des deux côtés. Enfin, des multiples côtés. Le nous est partout à la fois. Ce qui dit je, c'est le tout à la fois. C'est pas juste une chose. Donc, là où était l'illusion, c'était donc de considérer qu'il y avait une unité, une simplicité, une souveraineté d'une seule instance qui était l'instance décisionnelle, l'instance du vouloir. Et par un autre biais encore, on peut arriver à la même conclusion, c'est par l'étude de la notion de sujet. Parce que je vous avais dit aussi que Nietzsche avait, avait des reproches très radicaux à opposer à la théorie traditionnelle du sujet. Je pense que je vous avais déjà fait allusion à sa critique du cogito cartésien, mais je la reprends ici. Quand on dit, quand Descartes dit « je pense donc je suis », Nietzsche lui reproche que du fait qu'il y a une pensée, et il faut prendre pensée au sens très large de toute représentation, mais donc du fait qu'il y a une pensée, Descartes en déduit qu'il y a un « je » qui pense. Donc autrement dit, on passe de l'action au sujet. Et il fait remarquer que c'est une influence grammaticale, c'est une influence de la grammaire qui fait que quand il y a un verbe, on croit qu'il doit y avoir un sujet. Mais en fait, ce que Nietzsche conteste dans cette déduction, ce n'est pas le fait que dans tout acte de représentation, donc une sensation par exemple, il y a bien quelque chose qui sent et quelque chose qui est senti. Ou dans un acte de pensée, il y a quelque chose qui pense et quelque chose qui est pensé. C'est pas ça qu'il refuse. Il ne refuse pas donc qu'un acte comporte à la fois un versant actif et un versant passif. Il ne conteste pas ça. La preuve, c'est qu'il parle bien des animaux comme ayant des organes sensoriels et des phénomènes comme étant des données qui viennent correspondre aux organes sensoriels des animaux. Donc il y a bien ce qui est capable de sentir et ce qui est capable d'être senti. Il y a bien une différence entre les deux. Pour sentir, il faut avoir des organes sensoriels. On ne va pas jusqu'à nier ça. Mais ce qu'il refuse, c'est qu'à partir de l'acte lui-même, on déduit qu'il y a un sujet non seulement au moment de l'acte, mais aussi que ce sujet préexistait et s'étend au-delà et continue au-delà. Donc il y a une continuité du sujet, une permanence du sujet. Le fait que le sujet était déjà là avant de produire l'acte et qu'il va continuer à exister et que le même sujet pourra produire différents actes, pourra recevoir différentes affections. Et ce que dit Nietzsche, c'est qu'en aucun cas, la représentation elle-même, ou l'acte de perception, de pensée, peu importe ce qu'il est, en aucun cas cet acte-là ne peut garantir par lui-même que le sujet continue après l'acte ou qu'il existait déjà avant l'acte. Ce n'est pas dans l'acte qu'on peut le voir. Donc dans quoi est-ce qu'on va chercher cette assurance, cette garantie que le sujet continue? Alors, il fait l'hypothèse que la croyance en la permanence a été d'abord une croyance en la permanence des objets avant d'être une croyance en la permanence des sujets. Parce qu'il dit qu'à un certain moment indéterminé de l'évolution organique, donc à un certain moment de l'évolution des animaux, très tôt, parce qu'il parle souvent des amis, mais très tôt, l'animal, parce qu'il avait une perception identique de divers phénomènes, a cru aussi que ces phénomènes étaient identiques. Donc, à force d'éprouver la même perception très simple, ça peut être le chaud, le froid par exemple, à force de percevoir la même perception, l'animal a considéré qu'il y avait une permanence, qu'il y avait de l'identité dans les causes de cette perception, dans ce qui avait cette influence sur lui. Et c'est à cause justement de la pauvreté de son système perceptif qu'il croit ça, parce que justement son système perceptif n'est pas assez développé, n'est pas assez riche, n'est pas assez varié pour pouvoir saisir toute la variété de la diversité du réel. Le réel est tellement divers justement, il y a tellement peu de répétitions, tellement jamais de répétitions des mêmes choses, que en fait nous sommes absolument incapables de saisir à chaque fois la chose dans sa singularité.
nous devons sentir de l'identique. Nous devons, encore une fois, simplifier les données qui nous arrivent de l'extérieur. Nous devons les simplifier parce que nous sommes incapables de saisir autant de diversité et aussi de les mémoriser. Bon, pour le dire à nouveau selon une petite citation, nous ne saurions affirmer la validité éternelle d'aucune loi naturelle, ni l'éternelle persistance d'aucune qualité chimique. Nous n'avons pas assez de subtilité pour voir approximativement l'absolu flux de l'événement. Donc tous les événements sont dans un flux constant et nous n'avons pas cette subtilité perceptive pour saisir, parce que justement le continu c'est de l'infini en fait. Le continu c'est infiniment divisible, donc nous on a besoin de simplifier. Ce qui demeure n'est là qu'à la faveur de nos grossiers organes, lesquels rassemblent et couchent sur des plans ce qui, de la sorte, n'existe pas. L'arbre est à chaque instant quelque chose de nouveau. La forme n'est affirmée que par nous, parce que nous ne saurions percevoir ce que le mouvement absolu a de plus subtil. Mouvement absolu, ici absolu dans un sens de incessant, constant et de toutes les façons. Le mouvement est constant de toutes les façons. Donc jamais un même objet, d'un instant à l'autre, ne demeure le même. Nous ne pouvons voir que du persistant et ne nous souvenir qu'à la faveur de l'analogue. Alors, on pourrait penser qu'il y a une faille dans le raisonnement de Nietzsche, puisqu'il dit que l'identité attribuée aux objets a précédé l'identité attribuée à l'animal à lui-même, en tant que sujet. Or, pour que le sujet puisse dire que des objets sont identiques, il faut que lui-même soit identique, il faut que lui-même soit le même au moment des diverses expériences. Il faut que le même corps ressente des impressions successives pour qu'il puisse les dire identiques. Si c'était chaque fois un corps différent qui ressentait des impressions successives, eh bien, aucun de ces corps différents ne pourrait dire que l'impression est identique. Vous voyez, il faut qu'il y ait une continuité, justement. Il faut que ce soit le même sujet qui sente pour pouvoir dire ce que j'ai senti précédemment est le même que ce que je sens maintenant. Pour pouvoir faire cette comparaison, il faut qu'il y ait une rétention, une certaine mémorisation, ne fût-ce que même très frustre de l'expérience, et donc il faut une certaine permanence quand même du sujet. Donc est-ce que Nietzsche ne commet pas là une erreur de raisonnement en disant que la permanence de l'objet serait antérieure à la permanence du sujet? Mais ce qui sauve son raisonnement, c'est qu'en fait, il ne parle pas de la permanence en elle-même, il parle de la croyance en cette permanence. Et donc, comme il s'agit de croyance, il peut dire que l'animal, avant de croire en lui comme unité, croyait en l'extérieur comme unité, comme identité. Parce que ce qui est nécessaire pour que nous croyions en notre propre unité et permanence, c'est quoi? C'est la conscience de soi. Il faut la conscience de soi, c'est-à-dire un retour sur soi, une réflexion qui fait qu'on se dise « Ah oui, j'ai éprouvé ça ». Et donc il faut qu'on puisse rapporter à quelque chose qu'on détermine comme soi, dont on a la conscience comme de soi-même, il faut qu'on puisse rapporter à cette chose-là toutes les expériences déjà passées et les comparer avec les expériences présentes. Donc c'est la conscience de soi qui est nécessaire pour faire pour passer à ce degré supérieur d'identification et de croyance en la permanence. Et justement, Nietzsche propose une explication de l'origine de la conscience de soi. Comment est-ce qu'elle serait apparue, la conscience de soi? Alors là, il la situe uniquement chez les humains. Donc, il ne prend pas position explicitement sur le fait est-ce que d'autres animaux auraient conscience d'eux, etc. Il n'en parle pas. Mais quand il en parle de la conscience de soi, c'est seulement chez les humains. Et donc il dit que l'homme a probablement commencé à avoir conscience de soi à partir du moment où il a eu des interactions avec ses semblables. Donc c'est venu avec la socialisation, parce que il a eu besoin, pour pouvoir communiquer avec ses semblables, de se demander dans quelle situation il était. C'est-à-dire que pour pouvoir exprimer par exemple des besoins ou des désirs ou des demandes par rapport à quelqu'un de ses semblables, il fallait qu'il sache lui-même ce dont il avait besoin ou ce qu'il désirait. Et donc il fallait qu'il fasse ce retour sur soi, qu'il se demande, qu'il s'interroge sur lui-même. S'interroger sur soi-même, c'est
ça demande une réflexivité et ça n'est certainement pas accessible à n'importe quel vivant. Donc c'est se dire au fond de quoi ai-je besoin et qu'est-ce que je pourrais demander à quelqu'un d'autre que je ne pourrais pas me fournir à moi-même, par moi-même. Donc autrement dit, toute réflexivité est venue par la demande de communication, par le besoin de communication. C'est pour pouvoir aussi traduire dans un langage général ce dont on a besoin. Et c'est comme ça que Nietzsche va jusqu'à dire que toute affection ou toute représentation, dans un premier temps, est absolument singulière. Chaque fois que nous éprouvons quelque chose, un désir, un besoin, une joie, une sensation, c'est de manière singulière, mais au moment où nous l'exprimons, que ce soit l'exprimer pour nous-mêmes ou l'exprimer pour les autres, nous sommes obligés de passer par un langage communicable, et donc par conséquent, nous désingularisons en fait cette représentation. Nous en faisons quelque chose de général, parce que nous devons dire, par exemple, voilà, j'éprouve une grande joie, mais une grande joie, c'est un terme complètement général. C'est l'expression communicable, une grande joie. Les autres vont comprendre parce qu'ils ont aussi déjà éprouvé des grandes joies, donc ils vont comprendre ce qu'on veut dire par une grande joie. Mais chacun n'a jamais éprouvé la grande joie que vous éprouvez à ce moment-là, jamais celle-là. Et vous-même non plus, vous n'avez jamais ressenti celle-là, peut-être d'autres, mais pas celle-là. Donc vous généralisez, parce que pour communiquer, il est indispensable de généraliser, y compris pour communiquer avec soi-même. Pour se dire, ah, qu'est-ce que j'éprouve comme joie? Il faut évidemment, déjà ça travestit d'une certaine manière cette impulsion première qu'on a eue et qu'on n'avait pas encore appelée joie. Au moment où on l'appelle joie, on la généralise. On la rend identique aux autres joies qu'on a déjà éprouvées. Donc on aliène d'une certaine manière ce qu'on éprouve, l'affection, elle est d'une certaine manière aliénée, transformée, rendue étrangère à ce qu'elle était au départ, par cette généralisation qui est nécessaire à la fois donc à la sociabilité et même à la conscience de soi. Et même au simple fait de se rendre compte soi-même de ce qu'on éprouve. En tout cas, il n'empêche que cette capacité de retour sur soi, et donc cette possibilité de comparer ce qu'on éprouve à un certain moment à ce qu'on a déjà éprouvé dans le passé, ça garantit évidemment la continuité du sujet. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a cette réflexivité et cette possibilité de comparer des expériences différentes, vous ne pouvez pas soutenir ça sans dire en même temps qu'il y a une certaine continuité avec une rétention des expériences dans ce qu'on appelle une mémoire, etc. Bon, donc ça suppose évidemment une continuité du sujet. Enfin, en tout cas, une continuité de ce qui ressent, ce qui vit des expériences. Et c'est là, je crois, qu'on en arrive vraiment à la distinction ultime, la distinction que vraiment Nietzsche veut porter, c'est que ce qui ne va pas dans le sujet, le problème du sujet au sens traditionnel, ce n'est pas sa continuité, ce n'est pas sa relative permanence pendant un certain temps, c'est son unité, en fait. C'est son unité que Nietzsche refuse. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on l'a vu avec les configurations de force, il y a cette multiplicité infinie, de la même manière qu'on l'a vu dans le cas des éléments de la délibération, l'erreur est toujours de réduire à l'unité ou à la simplicité ce qui est une extrême complexité. Et donc Nietzsche dit ceci. Alors ici, je fais appel aux fragments posthumes, donc fragments posthumes qui sont des paragraphes, des carnets, enfin c'est souvent des paragraphes courts, qui ont été écrits par Nietzsche. Alors en l'occurrence ici, c'est depuis 81 jusqu'à peu près 86. Donc c'est la période où il écrit Le gai savoir et Par-delà le bien et le mal. Donc c'est une période où il écrit des choses qui sont tout à fait contemporaines de ce que je viens de dire dans les œuvres publiées, mais ce sont ses notes, et donc qu'on a retrouvé et publié après sa mort, mais que lui n'a pas décidé de publier tel quel. Donc c'est toujours important de garder à l'esprit quand on utilise les œuvres posthumes qu'il n'a pas décidé de les publier sous cette forme-là. Ce sont souvent des variantes, en fait, de ce qui est publié dans les œuvres de la même époque. Mais enfin, ici, ces variantes, elles sont très précieuses parce que dans les œuvres publiées, on a beaucoup de mal à trouver le fin mot de l'histoire sur cette question. Et donc, dans les fragments posthumes, qu'est-ce qu'on a? Quelques citations. Il dit que le sujet est une pluralité de sujets,
dont l'interaction et la lutte sont au principe de notre pensée et même de notre conscience. Donc pluralité de sujets. Donc on devrait toujours dire, on peut dire qu'il y a une continuité du sujet, mais il faut dire continuité d'un sujet multiple. Il y a de la continuité d'un sujet multiple, constamment en interaction, et donc même sa conscience est multiple en fait. Même la conscience de soi est multiple. La conscience de soi, à chaque instant aussi, elle est différente. Donc elle aussi, c'est une multiplicité et non pas une unité. L'homme est une multiplicité de volontés de puissance, chacune avec une multiplicité de moyens d'expression et de formes. Et encore, autre citation, toute unité n'est unité qu'en tant qu'organisation et jeu d'ensemble. Donc si on veut parler d'une unité, on peut le faire, mais c'est toujours une unité de multiples. C'est éventuellement une organisation du multiple. Et un jeu d'ensemble, donc un jeu d'interaction. Et c'est pourquoi, dans 2 fragments très très brefs qui concernent le moi, il dit ceci, le moi, entre parenthèses, qui ne s'identifie pas à la régie unitaire de notre être, n'est qu'une synthèse conceptuelle. Donc le moi n'est qu'une synthèse conceptuelle, donc c'est une abstraction en fait que nous produisons, alors qu'il ne s'identifie pas à la régie unitaire de notre être. La régie, c'est-à-dire cette organisation de notre corps et de nos sens, qui de fait existe. Il y a bien une organisation de notre corps. Nietzsche serait le dernier à dire ça, puisque c'est ce que révèle la science physique, biologique, physiologique, enfin tout ce qu'il s'est décidé à étudier de près. Tout ça révèle cette unité organique d'un corps vivant, mais le moi ne s'identifie pas avec ça. Du moins le moi, attention ici, il faut le comprendre, dans ce que la tradition a appelé le moi. Toujours quand on disait le moi, on ne visait pas cette organisation infiniment complexe d'un corps et de toutes les influences qui agissent sur ce corps. On essayait d'isoler seulement une petite partie, comme on l'a vu abondamment. Et le deuxième petit fragment à propos du moi, qui va dans le même sens, c'est le moi à ne pas confondre avec le sentiment d'unité organique. Donc même genre, tout à fait le même genre d'approche. Le sentiment d'unité organique n'est pas ce qu'on a toujours appelé le moi. Alors si maintenant on avait la lucidité d'appeler le moi cette organisation d'ensemble qui n'est faite que de constants changements, de constantes interactions et de constantes tensions, luttes, si on l'appelait ça le moi, alors on n'aurait plus tort. Mais il ne faudrait pas considérer donc, que ce moi est un sujet et une substance, au sens où on les a entendus encore une fois tout au long de la tradition, un sujet et une substance, c'est-à-dire quelque chose qui demeure permanent, la chose qui demeure permanente sous les changements et sous les affections. Donc une chose unique qui reçoit l'ensemble des attributs. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une chose unique qui demeure et qui reçoit la diversité. Il n'y a que la diversité et éventuellement l'ensemble de ce système organisationnel qu'on peut appeler le moi. Donc le moi n'est jamais qu'une synthèse, ce n'est jamais qu'une synthèse ou une résultante, comme on dit. Une synthèse, une résultante, mais absolument pas un élément qu'on peut isoler ou qui se trouverait en dessous des expériences ou au-dessus. Tantôt on le prend en dessous au sens de sujet, de substance, auquel arrivent toutes les choses qui viennent se greffer, tous les attributs, toutes les affections qui viennent se greffer dessus, ou bien on le considère au contraire comme au-dessus, comme cette instance qui plane au-dessus des contingences, des désirs, des impulsions, et qu'on appelle la volonté, comme une sorte de faculté dont l'emprise serait souveraine par au-dessus de tout ce qui nous influence. Donc, de ces deux manières-là, on se trompe. Si on parle de ces deux manières-là, on se trompe. Mais si on le considère donc comme on l'a dit, alors on peut parler de volonté et on parlera donc et on acceptera donc que l'ensemble de nous-mêmes, tout cet ensemble qui nous constitue, peut décider de privilégier certains aspects plutôt que d'autres, peut privilégier certaines tendances plutôt que d'autres. Et donc l'effort et la lutte et la tension que Nietzsche prône constamment pour devenir ce que nous sommes, pour devenir le plus haut possible, et non pas suivre les pentes les plus faciles, les plus paresseuses,
voilà, ce moi d'ensemble, il a bien effectivement une certaine liberté. Il a bien une certaine liberté, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on considérait comme le libre arbitre dans la tradition jusqu'à lui. Et donc c'est là-dessus qu'on peut jouer et se dire, ben voilà, nous avons cette petite marge, hein, en ayant la lucidité totale sur ce qu'elle recouvre, mais nous avons cette petite marge de volonté, hein, et de décision et de construction de nous-mêmes. Et voilà, je termine là-dessus. Qu'en pensent vos complexités organiques? Pour la continuité du sujet, on peut poser la question, mais dès le moment où on pose la question, ne fût-ce que pour poser la question, il faut avoir une continuité, le temps de se poser la question. Et donc, est-ce que cette question, elle n'est pas d'emblée évacuée par une évidence? Alors évidemment, une évidence en philosophie ne suffit pas, mais que pourrait-il être d'autre qu'une continuité du sujet pour des sujets qui posent la question tout au moins? Oui. Mais en fait, effectivement, à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'on est déjà dans la conscience de soi. Donc on est déjà dans l'évolution du vivant, on en est déjà arrivé au stade où on a cette conscience de soi qui a créé la croyance en la continuité du sujet, donc en sa propre continuité. Donc cette croyance, alors maintenant, toute la question c'est, quand Nietzsche parle de croyance, est-ce qu'il veut toujours dire que c'est une illusion? Et je crois que non. Et je crois que non. Et je pense que quand il recherche l'origine de la croyance, ça ne veut pas dire nécessairement l'origine d'une illusion. Et donc on ne doit pas nécessairement aboutir à la fin du raisonnement à dire cette croyance était fausse. Donc la croyance en l'unité du sujet n'est possible qu'à partir du moment où on a suffisamment de réflexivité pour s'interroger, tout simplement pour s'interroger, pour se demander est-ce que oui ou non je suis le même à tout instant, ou est-ce qu'à tout instant je suis quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que c'est un élément de réponse. Hein, c'est de dire que là, il y a une continuité, on peut dire qu'il y a une continuité dont on ne se rendait pas compte. Hein, et que rétrospectivement, alors nous, à partir du moment où nous avons confirmé par la réflexion une certaine continuité, en tout cas, hein, encore une fois, avec toutes les précautions d'usage, une certaine continuité qui n'est pas une unité, etc., bon, nous pouvons aussi la projeter sur d'autres choses et dire donc de la même manière, les autres animaux, même les autres choses inorganiques ont aussi une certaine continuité. Mais elle ne sera pas apparue de la même façon, parce que ce sera une continuité phénoménale. Pour nous, ce ne sera jamais que des phénomènes. On n'aura pas la même expérience que celle qui est l'expérience de notre propre continuité. Donc on pourra la projeter sur les autres. Et je pense que cette continuité du sujet, donc finalement, il ne nie pas qu'elle soit vraie. Il ne nie pas qu'elle soit vraie. En définitive, ce qu'il nie, c'est pour ça que j'ai terminé avec ça, ce qu'il nie, c'est l'unité. Mais il n'empêche qu'on peut quand même faire la généalogie de la croyance, même si la croyance n'est pas fausse. Voilà. Donc je ne pense pas qu'en faisant la généalogie de la croyance, il veut faire la généalogie d'une erreur. Voilà. Je pense qu'il essaye de reconstituer comment c'est venu, justement, mais que ça ne signifie pas que, in fine, ça doit être faux. Mais tout ça, c'est des reconstitutions. Hein. C'est sûr que quand on lit les œuvres, je pense que vous avez commencé sans doute tous à en faire l'expérience, on n'obtient pas tout de suite ce résultat. Je veux dire, au départ, on a l'impression de déclarations extrêmement radicales, extrêmement destructrices et puis extrêmement contradictoires. Et voilà, quoi. Donc, si on veut dépasser cette contradiction, c'est comme ça. Et sur la question du déterminisme, est-ce qu'il y a des philosophes à son époque qui pensent que tout est entièrement déterminé à la fois par les contraintes physiques, en fait, du point de vue physique, ou par la culture dans le cas des sociétés humaines? Et donc on n'a pas de responsabilité, en fait. Il y a des gens qui défendent une irresponsabilité totale de nos actes au titre de la détermination complète
par la nature et par la culture? Oui, ça existe. Enfin, je ne vois pas trop à son époque quel philosophe le ferait. Je ne sais pas exactement qui vise à son époque, mais en tout cas dans la tradition philosophique, ça s'est fait. Et même l'atomisme des sensations, ça s'est fait au XVIIIe siècle. Enfin, je veux dire, ça a été proposé par Berkeley, par exemple, l'idée que donc être, c'est être senti. Hein, être, c'est être senti. Donc n'existe que ce qui est senti. Et en même temps, on peut dire aussi que ce qui sent lui-même n'existe qu'au moment où il sent. Donc il y aurait chaque fois des éclipses du sujet, enfin il n'y aurait pas plus de sujet bien sûr, mais il n'y aurait que des éclipses comme ça, donc on sentirait à certains moments et puis il n'y aurait pas de continuité. Ça a été effectivement affirmé au XVIIIe. Je ne sais pas si Nietzsche vise ça, parce qu'il se réfère à personne en particulier. En tout cas, je sais qu'il avait étudié les sensualistes anglais, notamment Berkeley. Donc ça doit avoir un rapport. Moi, je pose une question très naïve. C'est que je n'ai pas compris l'articulation qu'il y avait entre cette contradiction, entre la contradiction initiale de la problématique du début, et puis cette permanence d'un sujet dans sa disputance. Je sais pas l'expression que tu as trouvée dans un sujet qui est multiple. Enfin bon, j'arrive pas à saisir comment ça permet de résoudre la contradiction de la problématique du début. La contradiction. Qu'en est-il de la responsabilité de ce sujet à multiples facettes? Voilà, enfin, c'est un peu comme ça que je dis. Oui, la question de la responsabilité, elle reste redoutable, puisque, en fait, on voit bien que on voit bien comment, progressivement, d'œuvre en œuvre, il précise ce qu'il veut bien entendre par volonté ou par liberté. On voit bien que, moyennant l'ensemble des conditions, il veut bien dire que l'ensemble de toutes les conditions qui font une certaine situation donnée, que cette résultante s'appelle la volonté. Mais alors c'est vrai qu'il reste la question de qu'est-ce qui est responsable par conséquent dans tout ça. Et puisqu'il continue à dire que la liberté consiste à lutter, hein, que la liberté c'est la lutte et la tension, c'est l'effort, puisque ça c'est la liberté, il est clair que lui aussi privilégie certaines des tendances et qu'il estime que nous pouvons choisir de privilégier ces tendances. Donc c'est qui choisit? Voilà, c'est qui pose la question de la permanence? Oui, tout à fait. Alors ça pose la question de la permanence, mais ça pose déjà la question de la responsabilité. C'est-à-dire, et je pense qu'il ne veut pas. Bon, c'est pas explicite, hein, tout ça n'est pas explicite, donc c'est de la reconstitution, encore une fois, hein, donc c'est pour ça que c'est très. Comment dire, ça peut paraître un peu insuffisant, c'est clair. Je pense que finalement, il y a un certain recul quand même par rapport à ces premières expressions. C'est-à-dire que ces expressions les plus radicales de l'irresponsabilité dans Humain trop humain, donc qui vont jusqu'au fait que le criminel n'est absolument pas responsable, qu'il n'aurait absolument pas pu agir autrement, etc., sont finalement démentis en partie dans les derniers écrits. Parce que dans les derniers écrits, il dit bien, ben voilà, nous devons lutter. Hein, notre liberté consiste à lutter. Donc le criminel qui ne lutte pas contre ses instincts tyranniques, hein, comme il dit, c'est une expression à lui, les instincts tyranniques, donc celui qui ne lutte pas contre ses instincts tyranniques, il n'est pas libre, mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas choisi d'être libre. Donc je crois qu'il y a quand même un certain recul par rapport à ces expressions les plus radicales. Et que finalement, il revient à un partage des responsabilités entre des tendances qui en nous peuvent être encouragées et d'autres qui ne peuvent pas être encouragées. Mais je crois qu'il ne revient jamais, en tout cas nulle part il ne l'écrit, qu'il reviendrait à dire donc il y a une instance particulière qui prend cette décision. En fait, il ne veut pas situer la décision quelque part. On ne peut pas isoler une faculté qui prendrait la décision. Donc ce qui prend la décision et qu'on appelle moi,
ou qui désire être libre, ça n'est pas fixe, ça n'est pas une entité déterminée en nous. Ça peut être n'importe quoi qui prend la décision. Ça peut être, voilà, ça peut être à chaque fois un élément différent qui prend la décision de la liberté en nous. Je crois que c'est finalement ça la grande différence d'avec une théorie simple de la liberté. C'est l'idée de dire la liberté, on ne sait pas où elle se trouve en nous. Elle n'est pas toujours au même endroit. Elle se trouve dans nos propres contradictions. Elle se trouve très certainement dans nos propres contradictions. Et oui, c'est vrai, j'aurais pu vous citer aussi un petit passage où, j'ai peut-être été trop vite, un passage où il dit que lorsqu'on ressent la joie d'avoir maîtrisé quelque chose, hein, donc lorsqu'on ressent cette joie, c'est dans cette joie, dans cette affection de puissance, qu'on se dit, voilà, maintenant je peux dire je veux. Hein, cela, je l'ai voulu. Et donc c'est rétrospectivement aussi qu'on dit, je l'ai voulu. Parce qu'on sent que, voilà, puisqu'on a de la joie, c'est qu'on a réussi, c'est qu'on est allé dans un sens voilà, qui nous enchante, dans le bon sens, en quelque sorte. Alors qu'on ressent l'échec, quand on ressent l'échec, au contraire, on se dit, je n'ai pas voulu ça. Et pourtant, c'est bien nous qui l'avons fait, cet échec. Hein, c'est bien nous qui l'avons fait. Donc, la volonté se situe du côté de ce qui l'emporte. Voilà. Mais ça peut être chaque fois quelque chose de différent. C'est pas... voilà, c'est pas une région particulière, une faculté toujours la même et fixe et déterminée. À propos de la responsabilité du criminel en fait et du déterminisme, enfin bon, c'est une anecdote mais qui est quand même assez révélatrice. Il y a des biologistes qui ont découvert un gène qui s'appelle MAOA et qui a été associé à de la violence, des comportements soit de violence, soit de prise de risque, etc. Et aux États-Unis, il y a eu un cas de condamnation à mort qui a été converti en condamnation, en réclusion à perpétuité, parce que le criminel en fait avait montré qu'il était porteur de cet allèle. Enfin, le gène, tout le monde l'a, mais il y a deux formes au gène. Et il y a une des formes dont on prétend qu'elle est responsable de la violence. Et donc, il y a eu vraiment une prise en compte légale, d'une part aux États-Unis, et en Europe, il y a eu un autre cas où un criminel a vu sa peine réduite d'1 an en invoquant cette circonstance atténuante. C'est-à-dire qu'on reconnaît sa responsabilité, mais parce qu'il est porteur de cette forme allélique du gène, on réduit sa responsabilité d'1 an. Donc là, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, même si c'est deux cas particuliers, du point de vue du concept de la responsabilité et d'une prise en compte juridique d'une forme de déterminisme, ou en tout cas de très forte influence biologique sur les comportements. Bon, tout ça sans... Enfin, il ne faut pas oublier, même si tout cela est intéressant pour maintenant, il ne faut pas oublier non plus que pour Nietzsche, de toute façon, on ne devrait jamais condamner. Donc, ça reste jusqu'au bout. L'idée qu'on ne devrait jamais condamner et que les circonstances atténuantes, il y en a une infinité, et donc il est impossible de juger. Il est impossible de juger de la même manière qu'il est impossible de connaître. Puisqu'il est impossible de connaître, on ne peut pas condamner. Donc, de toute façon, il maintiendrait cette idée, donc même en ayant reculé un tout petit peu sur le partage des responsabilités en nous, il maintiendrait l'idée que personne n'est jamais condamnable, mais que ce qui pourrait d'ailleurs être une réflexion à l'heure actuelle aussi, mais que ce qu'il faut faire, c'est stimuler les gens justement à devenir ce qu'ils sont et non pas à se laisser aller par les instincts, à se laisser mener par les instincts tyranniques. Donc il y a toujours cette idée que l'éducation peut... mais justement a une influence énorme. Donc, le fait, ça va de pair avec la déresponsabilisation. Le fait que l'éducation a une telle influence, mais ça veut dire qu'il faut faire beaucoup plus pour l'éducation, non seulement dans les instances habituelles de l'éducation, mais aussi dans la société en général. Et donc un système social, au lieu d'ériger toute une panoplie judiciaire, devrait ériger toute une panoplie de stimulation formidable pour que les gens réalisent des choses formidables. Donc, ça reste, et c'est tout à fait cohérent avec cette théorie d'ailleurs, parce que qu'on soit responsable ou pas, plus on aura d'occasion de faire des bonnes choses, plus on les fera évidemment. Donc, et plus au contraire on est mis dans des situations extrêmement difficiles, plus on se laissera aller à des choses réprouvables, basses, etc. Et d'ailleurs, il y a des passages où Nietzsche vraiment est très précis sur ce qui corrompt complètement
les gens trop faibles dans sa société. Et il dit par exemple que c'est l'argent. Il dit très clairement, l'argent corrompt complètement. C'est-à-dire qu'on est dans une société où la valeur principale est l'argent. Or, elle est organisée de telle façon que tout le monde n'en a pas. Donc si on suscite ça comme valeur principale et puis qu'on ne laisse pas tout le monde accéder à cette valeur, on ne doit pas s'étonner que les gens le font, s'en emparent d'une manière illégale. C'est déjà son raisonnement, hein, comme on pourrait... Je veux dire, c'est un raisonnement qui est toujours valable aussi. Alors, c'est dans quelle œuvre? C'est dans Humain trop humain. Humain trop humain. Oui, merci. Si vous allez voir, j'ai mis la référence dans une des séances, je crois que c'est la 2e ou la 3e. D'accord. Oui, vous avez dit que le libre arbitre, c'est, je l'ai noté, l'effort pour être au plus haut niveau. Mais au plus haut niveau, vous avez précisé, non pas au plus haut niveau de soi-même, mais à ce qui dépasse, c'est-à-dire la nécessité. Là, j'ai pas bien compris le... Non, en fait, donc il dit ma conception de la liberté, donc c'est plus le libre arbitre, puisque justement le libre arbitre c'était plutôt une mauvaise conception de la liberté. Mais donc sa conception de la liberté, c'est que c'est l'effort et la lutte elle-même pour se maintenir au plus haut. Mais ce plus haut, non, c'est le plus haut individuel, c'est-à-dire pour se maintenir au plus haut de soi-même, au plus haut de ses capacités, et pour donc toujours essayer de dominer les situations, donc dominer aussi bien les situations extérieures que se dominer soi-même. Aussi bien. Donc la liberté, c'est la lutte pour le meilleur. Voilà, c'est la lutte pour le meilleur, pour le plus grand, pour le plus haut. C'est ça la liberté. La liberté, c'est la tension. Hein, c'est la tension pour se maintenir toujours le plus possible. C'est une nécessité obligatoire. Alors, ça repose la question de la responsabilité, hein, c'est-à-dire que est-ce que par nécessité nous sommes conduits, hein, et donc certains d'entre nous plus et d'autres moins, à cette lutte et à cet effort. Mais encore une fois, je pense vraiment que sa conclusion dans les dernières œuvres, c'est que la nécessité n'est pas totale en ce qui nous concerne. C'est qu'il y a effectivement quelque part en nous, mais d'une manière mouvante, hein, et non pas fixable dans une faculté, mais de manière mouvante, il y a en nous des possibilités d'aller dans un sens et pas dans l'autre sens, hein, de refuser d'aller dans un sens et de vouloir aller dans un sens. Donc en même temps, ça n'enlève absolument rien aux très très nombreux déterminismes, donc aux très nombreuses nécessités dont on est dépendant, mais il reste cette marge, cette capacité de reprise qui d'ailleurs, on peut déjà essayer de préciser en quoi elle consiste, quels sont ces différents éléments. Parce qu'il y a une connaissance de soi-même qui est possible. Il y a elle repose sur la conscience de soi-même déjà. Donc on a conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est donc. Et par ce retour réflexif sur nous-mêmes, hein, par cette capacité de nous interroger sur nous-mêmes, on est capable aussi d'essayer d'enrichir constamment notre connaissance aussi de nos propres motivations, de ce qui nous pousse. Et donc en enrichissant cette connaissance, on est moins enclin à subir passivement ce qui nous travaille. Donc de la même manière qu'on dirait maintenant, en comprenant le plus possible notre inconscient, tout ce qui agit sur nous de manière inconsciente, en le comprenant le plus possible, on est un petit peu moins le jouet de cela. Plus on le comprend, moins on le subit. Et je pense qu'il veut dire la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain partage des responsabilités, parce que si on fait cet effort de connaissance, on va être moins dépendant, on va être moins passif. Si on comprend pourquoi on réagit d'une certaine façon, sous quelles influences, que ce soit, encore une fois, des influences plutôt physiologiques, hein, un certain tempérament, ou des influences de l'éducation. Hein, on a été tellement formés à réagir de certaines façons. Mais donc, si on comprend bien ça, d'une certaine manière,
on peut s'en délivrer. Et par conséquent, jamais tout à fait, bien sûr. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne va jamais retomber ni dans le libre arbitre, ni dans le serre arbitre. On n'est ni totalement libre, ni totalement dépendant. Tout le défi, en fait, le défi à l'esprit libre, c'est de augmenter le plus possible sa marge. On peut dire que c'est ça le défi qu'on peut faire à l'esprit libre. Celui qui veut être un esprit libre, il doit augmenter le plus possible sa marge d'indépendance par rapport à tout ce qui de toute façon va le mener. Est-ce qu'on pourrait comprendre les addictions comme quelque chose qui viendrait combler les contradictions entre le libre arbitre et le self-arbitre, enfin, l'incapacité de résoudre cette tension dans l'exigence d'être au plus haut de soi-même et de se réaliser soi-même. Oui, donc les addictions, c'est une dépendance totalement incontrôlée par rapport à une certaine répétition de fait d'activités d'actes toujours les mêmes. Je ne pense pas que ça ait un poids particulier par rapport à toutes les autres choses qu'on fait de manière incontrôlée et toutes les autres répétitions qui peut-être ne sont pas appelées des addictions, mais qui sont tout aussi peu réfléchies, tout aussi peu choisies. Par exemple, les répétitions dues à l'éducation, le nombre de choses qu'on fait de manière automatique, mais qu'on n'appelle pas des addictions parce qu'elles n'entraînent aucun effet négatif, enfin, néfaste, ni réprouvé par la société. Donc voilà. Mais voilà, le fait qu'on a toute une série de conduites et de codes de conduite qui sont simplement acquis par l'éducation et l'habitude, qu'on pourrait appeler aussi bien des addictions. Enfin, ce sont des... Oui, c'est toute l'habitude, quoi. C'est toute la question de l'habitude qui fait partie, c'est un des multiples éléments qui nous déterminent plus ou moins à notre insu. Mais encore une fois, sur lequel on peut revenir, dont on peut prendre conscience et éventuellement décider de se délivrer. On peut essayer d'être le plus possible non conformiste, de la même manière qu'évidemment on peut essayer de lutter contre toute addiction. Ça va plus loin, quoi. C'est vraiment dans n'importe quoi qui soit simplement un automatisme. C'est un déterminisme. Tout automatisme est un déterminisme. Donc si on veut lutter contre le déterminisme, tous les automatismes doivent être passés au crible. Est-ce que je continue à avoir ces attitudes tout à fait quotidiennes et constantes? Je voulais savoir si Nietzsche définit ce qu'il appelle le plus haut, le meilleur, parce qu'à mon avis, ça peut être source de mauvaises interprétations, donc de donner une définition de la liberté qui est totalement, pour les uns comme pour les autres, différente et même antagoniste. Et oui, et il se garde bien de le définir, puisque quand il dit qu'il faut reconstruire notre propre table de valeurs, nous devons poser notre propre table de valeurs, il dit bien que chacun doit poser ses valeurs à lui. Et donc c'est à chacun à fixer ce qui est le plus grand pour lui. Et donc, alors, là aussi, il y a parfois des ambiguïtés dans sa pensée, puisque, bon, de toute façon, ça c'est constant. Le fait que chacun doit poser ses propres valeurs, ses propres buts, ses propres ambitions, et que chacun, de toute façon, les pose en fonction de ce qu'il est, de ses propres capacités. Je veux dire, d'une certaine manière, les buts affirmés sont aussi révélateurs de ce dont on est capable. On ne va pas affirmer des buts, au fond, dont on n'est pas... pour lesquels on n'a pas justement les éléments qui nous poussent. Mais là où il y a parfois une ambiguïté, c'est quand il dit qu'il y a quand même des choses qui valent plus que d'autres. Il y a quand même des motivations qui valent plus que d'autres, ou des actions qui valent plus que d'autres. Et donc à ce moment-là, quel est le juge? Quelle est l'instance qui juge entre des valeurs différentes, puisque chacun n'a qu'à poser ses propres valeurs, puisqu'il y a ce relativisme individuel des valeurs. Donc quelle est l'instance qui peut juger? Alors, c'est jamais une instance extérieure, évidemment. Une instance extérieure est inconcevable. Donc, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de critères qui soient général, applicables à tous les choix individuels. Donc, ce sera ultimement chacun qui jugera les autres selon ses propres valeurs. Et par exemple, donc, quand quelqu'un se fixera comme but élevé
une certaine ambition, par exemple l'ambition de l'argent, eh bien nous, avec notre autre but élevé, qui est par exemple la connaissance, on dira, pour moi ta valeur ne vaut rien. Et lui dira pareil de la nôtre, bien sûr. Et donc, finalement, il n'y a pas, et ça c'est tout à fait assumé, il n'y a aucun moyen d'obtenir un consensus général à propos des valeurs. Et ce n'est pas ce qu'il cherche. Donc, effectivement, si pour quelqu'un la grandeur c'est de dominer le monde, eh bien tant pis, il faudra lutter. Il faudra lutter. Il faudra lui opposer nos valeurs, mais ce ne sera jamais qu'au nom de nos valeurs. Ce sera dire, moi je ne veux pas que tu domines le monde parce que je veux ma liberté à moi. Et s'il y en a assez qui le disent, ben, il ne dominera pas. Mais ce n'est que ça. C'est sûr que l'antagonisme ne peut pas être dépassé par une vision globale. C'est très dérangeant. Merci. Oui, non, c'est pour détendre, faire rire. Une petite anecdote, Léo Ferré disait qu'il avait une glace en entrant près de sa porte en Italie, à Castellina. Et quand il rentrait chez lui, il fallait absolument qu'il se regarde dans la glace. Et puis il s'est dit, c'est con ça, c'est une habitude vraiment idiote. Et il a cassé la glace. Voilà. Réponse à la question. Autre chose? Oui, pour revenir sur l'impression de permanence du moi, vous avez parlé de la joie. Bon, c'est un exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'en réalité, on plaque des images, par exemple sur la joie, et on a l'impression de voir toujours la même image, où on voit une personne, on la revoit dans 10 ans, on a l'image de cette personne que l'on a vue la première fois, et c'est cette image qu'on regarde. Et est-ce que c'est ça qui donne l'illusion, et si c'est une illusion, de la permanence? Est-ce que c'est ce problème d'image qu'on garde en mémoire? Alors en fait, il faudrait plutôt dire que c'est ce qui nous montre que ce n'est pas une illusion. Parce que justement, le fait qu'on soit capable de retenir des images anciennes, donc de choses qui ne sont plus telles qu'on les a vues, montre justement que il y a bien une continuité. Il fallait bien que nous existions déjà dans le passé pour pouvoir retenir cette image dans notre mémoire, et donc que même en ayant changé nous-mêmes, en nous étant transformés à chaque instant de notre vie, il n'empêche que nous avons gardé quelque chose du passé. Nous gardons d'ailleurs, on peut même dire qu'on garde tout du passé. Donc, enfin, consciemment ou inconsciemment, on garde tout du passé. Donc, le fait même qu'on garde toutes les expériences du passé montre qu'il y a une certaine permanence de nous-mêmes. C'est justement ce qui montre que ce n'est pas une illusion. Donc, je pense que voilà, le fait de pouvoir comparer des expériences et aussi revoir, comme vous disiez, une personne qu'on n'a plus vue depuis 10 ans, se rendre compte qu'elle a changé mais que c'est la même personne, et que nous avons gardé d'elle une image qui n'est plus celle-là, eh bien, ça montre la continuité. Mais c'est pas... mais de là, on ne doit pas tirer que c'est une illusion. Enfin... Une impression. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, une impression de continuité. Mais là, si vous voulez, on a dépassé l'impression, parce qu'on est arrivé au raisonnement. On peut le dire cette fois-ci par raisonnement. Tant que c'est qu'une impression, on est à la merci d'une illusion. Mais à partir du moment où on a ce raisonnement qui fait que, enfin ce raisonnement logique, qui est que il ne pourrait pas y avoir de lien entre le passé et le présent si on n'avait pas existé d'une certaine manière identique dans le passé et dans le présent. C'est une condition absolument logique, et aucune science, ni psychologique, ni naturelle, ni autre, il ne faut pas oublier que Nietzsche c'est quand même un esprit scientifique, donc aucune science ne pourrait contredire ça. Même dans un monde chaotique, la mémoire est possible. Et la mémoire, c'est la continuité. Donc,
Donc le fait même de voir le monde comme un chaos, hein, de mettre en question les lois naturelles, enfin, l'existence de lois, de règles générales, de répétitions, hein, même s'il n'y a aucune répétition jamais, nulle part, il n'empêche qu'il y a de la rétention du passé en nous et que ça prouve notre continuité. Donc finalement, il faut l'affirmer, la continuité, par un raisonnement. C'est pas un peu, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, c'est la même chose. C'est la personne, mais elle a changé, c'est le fleuve, mais il a Voilà, coulé. c'est ça. Il y a cette double composante dans l'image d'Héraclite, hein, puisque les eaux passent constamment, donc jamais les eaux ne sont les mêmes, mais le fleuve, il n'est pas défini par les gouttes d'eau qui sont en lui, il est défini par ses berges, par son tracé, par la convention qu'on l'ait appelé de tel nom. Donc ça demeure. Ça, on peut dire que ça demeure. Maintenant, Nietzsche dirait quand même que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus douteux que dans le cas de la conscience de soi. Parce que, après tout, la situation du fleuve, justement, elle n'est jamais les mêmes. Parce que même ses berges changent. C'est pas seulement parce qu'ils changent parfois de cours, mais aussi parce que les berges s'effritent, hein, elles s'effondrent, il est tantôt plus profond, tantôt plus tumultueux, tantôt il a moins d'eau, etc. Bon, donc il change tout le temps, le fleuve. Et donc finalement, c'est par pure convention qu'on continue à l'appeler tout le temps du même nom. On pourrait très bien, mais alors ça serait parfaitement envisageable, ça serait plus exact, d'appeler à chaque instant le fleuve d'un nom différent. Parce qu'à chaque instant, il a changé. Mais, et de la même façon pour un arbre, on pourrait l'appeler à chaque instant d'un autre nom, puisque à chaque fois il est autre chose, à chaque instant il est autre chose, et nous-mêmes aussi. Alors à ce moment-là, ça nous fait de toute continuité. Si on change à chaque fois la désignation des choses, alors là c'est le chaos. Voilà, mais c'est parce chaos que assuré. Voilà, et ça montre que au fond les noms servent justement à désigner. Les noms désignent toujours ce qui est identique et non pas ce qui est différent. Mais on pourrait faire le choix, au contraire, que le nom ne désigne que ce qui est toujours différent. Oui. Voilà, bon, on fait le choix. Mais alors il faudrait une infinité de noms, évidemment. Donc c'est plus commode de dire que les noms, de décider conventionnellement que les noms ne désignent que les généralités, que ce qui est identique ou nous paraît identique, hein, puisque c'est par une abstraction qu'on retrouve l'identité, hein, du fleuve. Parce que chaque fois qu'on le regarde, il est différent. Mais par abstraction ou par une sorte de rétention, hein, des moments précédents, on en fait une généralité. Ça, c'est nous qui faisons. C'est vraiment un produit de notre esprit, la généralité. Et donc, c'est à cela qu'on décide d'appliquer les mots du langage. Ce qui est plus commode parce qu'il en faut moins. Mais encore une fois, on n'aura jamais la même certitude que le fleuve est identique que celle qu'on a de nous-mêmes. Ça, c'est clair, c'est plutôt une projection. Et comment ce chaos est compatible avec l'éternel retour, qui pour moi est un mystère. Ah oui, mais l'éternel retour, j'en parlerai la semaine prochaine. Merci pour la transition. Je vivrai jusque-là. Merci pour la transition, c'est super. La semaine prochaine, l'éternel retour. Mais pas l'éternel retour de la même question. Encore moins. Parce que dans l'échelle des valeurs, il n'y a pas la nécessité d'accepter pour soi-même de remettre en cause les valeurs d'hier, ses propres valeurs d'hier. Absolument, tout à fait. Ça fait tout à fait partie de ce mouvement incessant. La liberté n'est jamais... Il n'y a pas de bien et de mal clairement établi, c'est que c'est quelque chose qu'il faut remettre en question et sur quoi il faut se questionner. Exactement. Et de toute façon, même si vous ne le décidez pas, vous le ferez parce que vous allez changer. Les événements vous changent et donc de toute façon vous allez avoir des valeurs différentes en fonction de votre parcours de vie. Mais en plus, il y a aussi la décision effectivement de constamment se remettre en question. C'est le rapport avec la probité. Hein. C'est le rapport avec la probité. Si vous êtes probe, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez à tout moment vous rendre compte que là, vous cédez un peu à la facilité ou à l'habitude ou à... que c'est pas tout à fait ça que vous vous étiez donné comme but, etc. Vous êtes trop complaisant avec vous-même, c'est toujours dans ce sens-là, évidemment. Voilà. Donc à tout moment, oui, il faut essayer de maintenir l'attention, c'est tout à fait ça. On revoit constamment ces mêmes mots. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour le débat.